Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amis téléspectateurs, bonsoir. Merci de prendre ce nouveau rendez-vous du Café Politique. Vous connaissez déjà le concept. C'est une nouvelle saison de télévision à ETélé. Et le Café Politique nous permet de faire le décryptage de l'actualité politique avec nos tasses de café. Vous pouvez nous imiter. Et c'est cela qui est souhaité d'ailleurs. Mais pour ce soir, je vais vous dire que la jeune fille lycéenne des années 90, aperçue dans la ville de Porto Novo, nous sommes en République du Bénin, a obtenu son baccalauréat à 1. Je voudrais dire littérature pure et dure. Mais après ses études universitaires en faculté de droit et des sciences politiques, sa passion pour la caméra, le micro et le stylo l'ont poussé à faire le tour de grandes rédactions de la place. Mais après tout ceci, après avoir occupé plusieurs postes dans l'administration béninoise, la gestion de la cité, la politique l'a emporté. Et lorsque je vais dire Nyonou Zogben, c'est-à-dire femme éclair, femme lumière, vous allez comprendre que je voudrais parler de Madame Christelle Hundonungbo. Agapit Napoléon Maforican, bonsoir. Bonsoir Distel, belle introduction pour justement présenter l'invité de ce soir, Christelle Hundonungbo, notre invité qui a accepté volontiers de prendre part, disons, de se livrer à ce match. Et justement, parlant de match, je voudrais très tôt démarrer. Christelle, quel est votre dernier match sifflé en qualité d'arbitre? Oh là là, le dernier match, non, c'est vrai qu'à un moment donné, nous avons spécialisé les gens en matière d'arbitrage. Et donc, finalement, j'étais spécialiste de la touche et de la ligne de football. Donc, j'étais arbitre assistant. Juge assistant. Oui, juge assistant. Juge assistant pendant un bon moment. Et donc, je crois quand même que mon dernier match remonte peut-être dans les années 2009-2010. On peut savoir c'était qui contre qui? Oh, c'était en fait, mes derniers matchs, c'est des matchs internationaux dans le cadre des éliminatoires de la CAN du football féminin. Et c'était au Sénégal, bien entendu. Vous vous rendez compte que Christelle Hundonungbo, ce n'est pas que la femme politique, c'est une sportive. Habit de football, donc belle manière donc de le dire. Je comprends bien que M. Agapit pose cette question puisque nous avons été collègues. Je vais plus loin, Christelle. Voilà. Alors, le dernier match commenté? Ah, le dernier match commenté, je pense que ça doit être à l'OETB. L'une des dernières Cannes, je crois, ou le dernier mondial. En quelle année? 2004. On a eu un mondial en 2000. C'était sous le parrainage du doyen Guy Galbert à Witono. La CAN junior ou bien... Non, le mondial. Le mondial de football. De football, bien entendu. Le mondial de football, c'est en 2002. 2002. 98 et 2002. 2002. 2002. 2002. Voilà, 2002. Voilà, donc vous voyez, vous l'attendiez, est-ce qu'on parle politique, on débat par le sport, parce qu'elle est polyvalente, donc dit-elle l'a présentée. Dit-elle, je te retourne, c'est juste pour la renvoyer un peu dans quelques souvenirs sportifs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'expression Nyonou Zogben. Cette aventure, quelle en est la suite? Ben, d'abord, l'aventure a commencé en 2009. Où j'ai pensé quand même commencer dans ma commune et dans mon village à regrouper les femmes. C'est où ça? La commune de Dassazoumé et mon village, l'arrondissement de Soklobo, qui fait partie des 10 arrondissements de Dassa. Nous sommes bien entendu en République du Bénin et puis département des collines. Dans le département des collines. Et donc j'avais l'habitude de travailler avec ces femmes qui étaient complètement en rang dispersé. Et il m'a
On a eu une réunion avec les femmes un jour et on s'est dit, c'est les femmes même qui m'ont proposé, écoute, si on se mettait vraiment en association, je dis, on va y réfléchir. Et une fois rentrée, je me suis dit quel nom choisir, quel nom trouver. Et puis de fil en aiguille, j'ai trouvé ce nom, Non Zobin. Et puis d'aucuns ont pensé que ce nom correspond bien à notre regroupement et que le nom correspond bien à ce que nous avons comme vision pour le développement de la cité. Je dis, c'est tant mieux. Si nous pouvons éclairer la cité, pourquoi pas? Naturellement, il y avait un vide à combler parce que la femme en politique chez nous au Bénin, c'est pas donné. Oui, en ce moment-là, il y avait quelques-unes. quelques-unes. Rapide état des lieux. Oui, justement, c'est important parce que Christelle, ce n'est pas une génération spontanée, mais bien avant elle, il y a quand même d'autres. Est-ce que tu as eu des repères? Est-ce qu'il y a des... Et en matière de femmes, je pense qu'il faut que je le dise. Le repère que j'ai eu, paix à son âme, c'est Madame, c'est Feu Karim Rafiatou. Et je le dis sans embâche, qui m'a première femme ministre en période révolutionnaire en plus. Et je pense que c'est elle qui m'a bercée. J'ai eu la chance de collaborer avec elle. Et elle a été un bon soutien pour moi. Et je pense qu'elle a fini par me dire un jour, Christelle, je voudrais compter sur toi. Et j'espère bien que un jour, je me souviendrai de ces paroles. Et peut-être que je me mettrai devant mon miroir en me disant, enfin, j'ai quand même fait du chemin. Voilà. Alors, nous sommes dans le contexte politique actuel avec le reformatage du système partisan béninois, avec la création de grands ensembles. Vous vous êtes identifié par rapport à quel groupe aujourd'hui? Ben, écoutez, c'est sans embâche, je suis progressiste. Et je ne peux qu'être progressiste. Alors, c'est quoi être progressiste? Qu'est-ce que porte être progressiste? Je crois que la philosophie du progressiste, c'est déjà se mettre au service de la cité et surtout travailler pour réduire les inégalités que nous observons dans la cité et nous occuper un peu plus du développement, un peu plus des Béninois et des Béninoises. Sans arrière-pensée et sans nous attendre à quoi que ce soit, que nous puissions nous mettre au travail et aider ceux qui sont autour de nous à se mettre au travail. Vous le mécénat en politique ou la philanthropie en politique? Non, 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 ce n'est pas ça, dit-elle à monsieur. Ce n'est pas ça. Quand nous prenons le contexte politique béninois, c'est vrai que moi, je ne suis pas de ceux qui, à des moments donnés, essayent de peindre la vie politique béninoise en noir, mais il faut aussi être réaliste en nous disant que nous avons des pans de notre vie politique à reformater. Nous avons des pans peut-être à même supprimer complètement et qu'il y a des endroits où il faut reprendre la fondation et permettre aux Béninois et aux Béninoises de s'engager réellement par conviction. Et aujourd'hui, nous n'allons pas forcer les Béninois à choisir tel ou tel bord, mais nous laissons chaque Béninois et chaque Béninois choisir par rapport à ce que nous leur proposons. Que nous faisons à l'Union progressiste, nous amenons les Béninois à aller vers nous, à rester avec nous, à apprendre le vivre ensemble et à apprendre le fait de travailler ensemble et travailler pour la cité. Qu'est-ce qui fait la différence entre un militant du bloc du parti progressiste ou du bloc républicain? C'est où la différence? Écoutez, la différence, c'est déjà que nous sommes des progressistes, les républicains. Nous n'avons pas les mêmes idéologies. Mais les idéologies, non, 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 ils ne sont pas des régressistes, ils n'ont pas du tout. Nous n'avons pas les mêmes idéologies, mais je pense que dans le contexte actuel de notre pays, ces deux idéologies sont appelées à travailler ensemble autour d'un homme, parce que nous sommes dans une période de transition, à travailler autour d'un homme pour que nous aboutissions peut-être dans quelques années à avoir une idéologie planée au Bénin, planer donc au niveau du système politique béninois. Ce que je voudrais dire clair et net, c'est vrai que d'ici quelques années, ce seraient certainement les progressistes qui vont gérer le pouvoir d'État et conduire le pays vers le développement. Je ne dirais pas que les républicains n'auront pas leur part à jouer, mais les républicains viendront certainement en appui aux progressistes pour la conduite des affaires de la République. Nous vous comprenons. Dites-moi, dans votre idéologie, quelle est la part de l'utopie? Non, 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 pas au niveau de l'Union progressiste. Nous sommes des personnes réalistes. Nous sommes à la réalité du terrain, les réalités sociopolitiques de notre pays. Nous voulons travailler à changer certaines réalités. Il y en a que nous ne changerons jamais parce que c'est nous. Mais il y a des réalités que nous allons utiliser. Travailler sur ces réalités pour permettre le développement de notre pays. Nous ne sommes pas du tout des utopistes. Pas du tout. Alors vous n'en trouverez pas dans nos rangs. Pas du tout.
Bien, vous avez engagé une campagne d'enrôlement de militants et ça crée beaucoup de remous. Campagne d'enrôlement. Qu'est-ce que vous y tout ça. Quelle est la problématique de l'enrôlement des militants au sein de l'Union progressiste? Je voudrais que nous nous calmons et qu'on se parle honnêtement. Nous sommes un parti créé depuis 2 mois. En décembre, le 1er décembre 2018, bien entendu. Donc, nous avons 2 ans d'existence. C'est vrai que c'est 2 mois d'existence, excusez-moi. C'est vrai que c'est des anciens partis politiques qui, par affinité, par idéologie, par ci et ça, se sont mis ensemble. Dès lors que nous sommes ensemble, nous avons jugé nécessaire, je crois que vous serez d'accord avec nous, que nous puissions organiser une campagne. La première chose, le premier objectif de cette campagne, c'est la mise en commun de nos militants et de nos militantes. Que ces absolument, que ces militants et militantes sachent que désormais, en fait, qu'ils ne font partie que de l'Union progressiste. C'est le premier objectif. Le deuxième objectif pour nous, c'est de permettre à ces militants d'adhérer. C'est vrai qu'ils sont déjà de fait militants de l'Union progressiste, mais nous voulons structurer notre parti et savoir d'ici quelques années combien sont-ils réellement militants et militantes de l'Union progressiste. Et par conséquent, ce que nous avons à faire, c'est de descendre sur le terrain avec nos fiches d'adhésion et demander à ceux qui sont déjà de ces anciens partis politiques d'adhérer, mais aussi aller à la conquête de ceux qui, de nouveaux militants. Et donc, c'est ce que nous faisons sur le terrain. Là, se pose le problème. Certains pensent, vous avez entendu ces derniers temps que les partis politiques, on nous accuse. Je pense que ceux qui nous accusent... Ça, on vous accuse, on fait le grief d'acheter des cartes d'électeurs. Oui, ça fait, l'accusation est à 2 niveaux. Le premier niveau, on nous accuse d'acheter les cartes d'électeurs. Et par rapport à cela, je pense que ceux qui, en fait, sortent ces allégations doivent pouvoir apporter les preuves de ce qu'ils avancent. Ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Ils n'ont pas de preuves. Ils parlent de cartes d'électeurs tout simplement parce que sur nos fiches d'adhésion, vous verrez qu'il faut un identifiant. Un identifiant du militant. Et sur la fiche d'adhésion, vous verrez le numéro de la carte LEPI, le numéro de la carte RAVIP ou la carte d'identité. Et dites-moi aujourd'hui au Bénin, combien de Béninois ont leur carte d'identité? Et d'ailleurs, le pouvoir en place est en train de mettre... Bien sûr que l'opération a commencé. Et donc, combien ont leur carte d'identité? Donc, ce que nous avons aujourd'hui, c'est les cartes LEPI, et si c'est les cartes RAVIP, et puis, d'une moindre mesure, les cartes d'identité. Mais dès lors qu'on dit, on recense nos militants et militantes, amenez vos cartes LEPI pour que nous puissions inscrire vos numéros, alors on nous dit que nous achetons les cartes. Nous n'achetons pas de cartes. Vous pouvez être tranquille, et je voudrais appeler le peuple béninois à ne pas céder à ces intoxications. Au niveau de l'Union progressiste, nous connaissons les... Laissez-moi finir. Nous connaissons les tests de la République, les lois de la République, et nous ne pouvons pas nous permettre de nous mettre dans ce marché d'achat de cartes d'électeurs. En ce qui concerne la campagne précoce, nous sommes un parti naissant. Et nous avons besoin d'aller sur le terrain, de faire connaître les attributs du parti aux militants et aux militantes. Que le militant de l'Union progressiste puisse reconnaître le baobab qui est en réalité le symbole de l'Union progressiste. Et donc nous avons besoin d'aller sur le terrain et leur montrer nos logos. Dites-moi, est-ce que... Non, dites-moi. Que le timing vous est complice. Non, le timing, enfin, écoutez, hein, nous bénéficions du timing et nous avançons. Et je pense que c'est de bonne guerre. Je crois que c'est de bonne guerre. Aujourd'hui, qu'on ne nous dise pas que nous sommes en campagne parce que nous ne mettons pas de photos de qui que ce soit. Nous ne parlons de la candidature de qui que ce soit et nous ne faisons pas de propagande. Nous allons vers les électeurs pour leur présenter les attributs du parti, les tests du parti. Et je crois que nous sommes dans l'animation de la vie politique. Alors, ceux qui nous tassent de faire des campagnes précoces, je crois qu'il y a des structures qui sont là et qui peuvent nous dire, attention, saisir les partis politiques pour dire, vous êtes en campagne précoce, arrêtez. Et donc que les gens fournissent les preuves. Ce que nous allons simplement demander, que chacun aille sur le terrain. Et que, comme il y en a qui sont déjà peut-être de vieux partis politiques ou même des partis naissants et ne sentent pas la nécessité d'aller vers leurs militants, qu'ils laissent ceux qui sentent la nécessité d'aller vers les militants continuer leur chemin. Je crois que c'est aussi ça. Mais quand vous dites les militants, est-ce qu'ils n'ont pas l'impression également que vous êtes en campagne précoce?
Qui ça? Les militants, ceux que vous rencontrez. Mais non, justement, ils en demandent. Parce qu'il y a des localités, ah oui, il y a des localités qui attendent toujours que les membres de l'Union progressiste aillent vers les populations, leur expliquer le bien fondé de notre action, leur montrer les logos, les attributs du parti. Il y a des régions qui nous attendent. Est-ce que c'est une manière d'attendre leur part du pactole? Parce qu'on vous accuse également de distribuer de l'argent. Ils en ont les preuves. Il n'y a plus cette histoire de pactole chez nous. Non, non, c'est un non-lieu. Et puis bon, je pense qu'aujourd'hui, certainement que c'est les voleurs qui crient aux voleurs. Qu'on nous apporte les preuves de ce que nous partageons quelque chose sur le terrain. Qu'on nous apporte les preuves. Mais non, il faut que nous puissions nous comprendre et que les gens comprennent le bien fondé de nos actions. Et puisque nous-mêmes, c'est quand même plusieurs partis politiques avec plusieurs responsables à la tête de ce parti. Je ne dis pas que nous ne ferons pas d'erreurs. Si jamais nous faisons des erreurs, nous dirons nous avons fait des erreurs. Mais pour l'instant, non, non, on ne le fera pas inconsciemment. Non, pas du tout. Alors, un parti politique, c'est un format, c'est une idéologie, c'est une structuration, c'est une organisation. Comment est-ce que vous parvenez à fédérer la foultitude de partis que vous étiez au sein de l'Union progressiste? Je crois qu'il serait bon que nous puissions parler un peu de la structuration de l'Union progressiste. Aujourd'hui, l'Union progressiste a à sa tête un bureau politique. Un bureau politique qui prend les décisions et qui agit au nom du parti le temps que nous puissions finir donc, la phase de transition en décembre prochain pour aller au congrès ordinaire donc de l'élection des différents responsables à la tête du parti. Et donc, je disais tout à l'heure que nous avons le bureau politique qui est l'instance de décision du parti actuellement. Et à côté du bureau politique, nous avons la direction exécutive nationale qui est le bras armé donc de l'union du bureau politique. Voilà les deux structures qui gèrent aujourd'hui le parti pour quelques mois. Et par la suite, nous allons maintenant appliquer les statuts, les tests du parti politique en allant bien entendu de la base vers le sommet. Il ne sera plus question aujourd'hui que quelqu'un se dise « je suis au sommet et je me place au sommet ». Si vous voulez et vous avez envie d'accéder au poste de responsabilité, donc au niveau de l'Union progressiste, vous allez commencer par la base. Et il n'y a plus d'hommes providentiels. Non, il n'y a plus d'hommes providentiels. Ni de mania. Il n'y a pas de mania, il n'y a pas de bailleur. Tout le monde reste militant du parti. Et donc, vous devez commencer par la base avec les cellules au niveau donc des villages et quartiers de ville. Vous remontez vers les sous-sections qui sont donc au niveau arrondissement et vous venez au niveau de la commune avec donc les sections au niveau de la commune. Et quand vous vous engagez, vous pouvez vous retrouver au niveau donc des structures fédérales, au niveau départemental. Et c'est par la suite que vous allez donc au niveau de décision. Madame Christelle Moulongo, j'avoue que je suis sidéré. Il y a 2 ans précisément, le 6 février, vous étiez à Dassa dans le cadre d'une activité des femmes d'Agnon Zogben. Comment est-ce qu'on arrive à faire la mutation FCBE, Union progressiste, avec autant d'engagement? Écoutez, quand on est pour la République, quand vous êtes bâtisseur de la République, vous faites certaines mutations, sans embâche. Tout simplement pour dire aux uns aux autres, aujourd'hui, il n'est pas question pour nous, en tout cas personnellement, il n'est pas question pour moi, d'opérer en tenant compte d'un individu. Sans être régimiste? Non, 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 pas du tout. Je vous le dis honnêtement. Il n'est pas question pour moi d'être en fait pour un individu. Je suis pour la République. Et Distel, je... Vous êtes républicain? Non, 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 pardon, Distel. Je suis pour la République. Dès lors que je suis pour la République... Et je pour la République. Voilà. Merci, Agapit. C'est progressiste pour la République. Je vois. Oui, oui, nous progressons dans la République. Voilà. Et vous faites progresser la République. Voilà, par ailleurs. Et donc, c'est pour dire que je crois que vous serez d'accord avec moi par rapport à cette vision des choses. Quand on a un pays comme le nôtre, le Bénin, qui se cherche et se recherche, nous ne pouvons pas continuer dans les mêmes erreurs en nous disant que dès lors que nous avons tel régime en place et qui est peut-être notre régime que nous avons installé et que nous sommes aux côtés de la République et dès que cela change, que finalement nous nous mettons en marche de la République. Aucun développement ne s'opérera de cette manière. Et quand on a notre âge, quand on est de notre génération, où nous avons besoin de nous mettre au travail pour donner le meilleur à notre République,
je pense quand même qu'à des moments donnés, il faut réfléchir. Et il faut réfléchir honnêtement. Il faut avoir une vision prospective des choses. Il ne faut pas faire de la politique juste à cause d'un individu. Dès lors que vous mettez en politique à cause d'un individu, vous n'avez pas un idéal, vous n'avez pas une idéologie, vous n'êtes pas en fait de la République, vous ne pouvez pas. Et donc aujourd'hui, la mutation FCBE vers l'Union progressiste, je crois qu'elle s'est faite de la plus simple des manières possibles. Et je voudrais vous dire... Donc, il estime que vous aurez pu quand même changer les choses de l'intérieur du FCBE, de force corrective, ils ont muté en partie. Mais oui, pourquoi Christelle Roudongo n'a pas pu rester et faire changer les choses de l'intérieur? Oui. Il faut une organisation pour le faire. Et dès lors que l'organisation n'est pas présente, il faut chercher quelque part où il y a une organisation qui vous permet d'avancer et faire avancer votre pays. Je crois que c'est aussi simple. Et je pense, Distel, si vous ne posez pas cette question, je pense que ça là c'est complètement derrière moi et que nous avons autre chose devant nous et que nous voulons progresser. Justement, nous sommes... C'est que les téléspectateurs, nos lecteurs, ceux qui vous connaissent se disent, mais comment ça a pu changer rapidement? J'ai répondu 1001 fois à cette question et je souhaiterais qu'on puisse avancer. Rassurez-vous, vous n'êtes pas au prétoire. Si même j'en profitais pour vous demander d'accuser les partisans de déterminer cette exploration. Ben, écoutez, vous avez suivi avec moi et le peuple béninois a suivi. Et voilà, je pense que quand je parle de accuser, mais pas coupable, quand je dis accuser, je voulais parler juste de notre société qui, face à certains faits qui ne sont peut-être pas avérés, vous juge. Vous juge, vous condamne d'ailleurs. À des moments donnés, on vous condamne. Et puis après, quand l'instance qui a autorité à juger, juge, ben vous dites, vous faites quoi? Accuser, mais pas coupable. J'ai voulu juste montrer aux Béninois qu'on peut subir. Mais et après, justement, vous avez fait un état des lieux, mais après, est-ce que vous êtes allé plus loin? C'est une manière de demander le tome 2 de l'ouvrage? Oui, parce qu'effectivement, elle a peint, elle a dépeint, elle a décrit une réalité. C'est vrai que dans la société, dans le droit que nous appliquons, c'est vrai que vous pouvez banalement être accusé par l'opinion publique et finalement ne pas être coupable devant la justice. Qu'elle soit des hommes ou qu'elle doit faire la justice. Mais alors, et après? Oui. Ils m'ont demandé à quand le tome 2, mais je me suis dit, est-ce qu'il faut que je revienne sur cette histoire? Est-ce que je ne la classe pas pour avancer? Non, je verrai bien. C'est peut-être un fait social, de manière générale, quoi. Oui. Peut-être pas un fait spécifique, mais est-ce que dans notre société où l'opinion publique s'empare très tôt des situations peut-être pas avérées, est-ce qu'il n'y a pas une autre manière, de lui dire, où on vous stigmatise? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre à faire? Peut-être quelque chose d'autre à faire. Vous pensez peut-être pas inspirer, investir d'une mission, peut-être d'inverser les choses? Oui, déjà la suite pour moi, accusé mais pas coupable, c'est mon ONG. Il faut le signaler, vous êtes président de plusieurs ONG. Oui, c'est... J'allais le dire à l'instant. Voilà, j'allais en parler. Je pense que la suite en fait de accusé mais pas coupable, c'est l'ONG Défense sans frontières. Défense sans frontières qui essaie d'investir ses efforts donc, dans le milieu carcéral et aussi aller vers les structures en charge des personnes vulnérables, notamment les orphelins. Nous le faisons modestement et nous pensons que nous le ferons à une échelle... Sans assez de coups de projecteur et des caméras? Ou bien sûr, on le fait sans... À un moment donné, quand on juge nécessaire de faire savoir, on le fait savoir. Mais à des occasions données, nous préférons faire des actions sans, en fait, caméra. Et puis, les gens, à des moments donnés, ont besoin de la discrétion dans certaines actions. Comment est-ce qu'on arrive à allier charme, intellect, ménage, fonction politique et fonction... C'est-à-dire un paquet de choses. Comment est-ce qu'on est Christelle Roudongo? Comment vit Christelle Roudongo? Mais Christelle Roudongo vit le plus simplement possible. Dans sa société, en tant qu'une personne intégrée dans la société, dans tous les méandres possibles. Ouais. Écoutez, je ne sais pas, il y en a qui me connaissent, d'autres pas du tout. Et donc, ceux qui ne me connaissent pas ont toute une autre idée de Christelle Roudongo. Est-ce qu'avec tout ça, on a une vie privée? Bien entendu que j'ai une vie privée, une belle vie privée, que j'entretiens, que j'anime en tant que femme. Une vie privée avec et mon conjoint, enfants, frères et sœurs, tout le monde ensemble. Donc je mène une vie
paisible. Et c'est vrai que je suis une personne paisible. Alors, comment est-ce que l'Union progressiste s'organise pour donner une place aux femmes dans l'activité politique? Ah non, ce n'est pas l'Union progressiste qui s'organise pour donner une place aux femmes. C'est les femmes qui s'organisent pour avoir une place à l'Union progressiste. Mais ce n'est pas nouvelle. Dites-nous. Les femmes se sont toujours organisées pour avoir une place. On a vu des candidatures féminines où on a... Les candidatures de troisième on a mis en valeur la rang. femme en disant mais c'est la candidature du futur. Alors, quelle est la stratégie de l'Union progressiste vraiment, pour que la femme s'impose dans sa société? Ah non, 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 écoutez, hein, il faut qu'on sorte de cette scène fiction. La scène fiction qui consiste à dire parce que vous êtes femme, vous êtes belle, que je vous aime et vous avez telle place. Personne n'aura une place parce qu'elle est belle. Aucune femme n'aura une place parce qu'on l'aime. Non, pas du tout. Oui, les femmes auront pour la place. de Caribou, allez-y, allez-y. Oui, 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 bien sûr, on aura de place à l'Union progressiste. Tant qu'on affiche on est militante, voilà, on affiche son engagement, et qu'on cotise. On cotise et que intellectuellement, que la qualité y est, absolument la disponibilité, l'engagement jusqu'au bout. Je pense que dès qu'il y aura ces qualités, au niveau de l'Union progressiste, les femmes auront leur place. Les femmes auront leur place en allant aussi à une certaine école. L'école de la pondérance, absolument. L'école de la pondérance. L'école de la formation politique. De la formation politique, de cette réserve qu'on doit avoir, la combativité, le militantisme avéré, le militantisme engagé. Parce qu'on ne peut pas être militante le soir d'une élection et que par la suite, on ne vous voit plus. Vous devez rester. Contre vents et marées, vous restez. Vous donnez votre point de vue. Rester, qu'est-ce que ça implique? Ça implique beaucoup de sacrifices. Expliquez-nous. Ah oui. Ça implique beaucoup de sacrifices. Rester dans le milieu politique, c'est aussi accepter certaines choses. C'est accepter le candidaton. C'est accepter en réalité le regard que porte la société sur la femme en général et particulièrement sur la femme. Ne pas faire la cuisine à l'heure par exemple, mais s'arranger pour qu'à la maison son conjoint et que les siens comprennent que en fait, si ce soir vous n'avez pas pu faire la cuisine à l'heure, c'est pour cause. Et que toutes les fois que vous pouvez faire la cuisine à l'heure, vous le fassiez. Pour que les rares fois que vous ne faites pas la cuisine à l'heure, qu'on ne s'en prend pas à vous, que ça ne pose pas de problème dans le foyer. Vous ne créez pas que d'autres prennent votre place ici? Non. Écoutez, bon, je crois quand même que... Je ne dis pas que je suis une particularité, mais j'ai essayé de me formater et j'ai toujours eu aussi la chance de toutes les façons d'avoir des personnes autour de moi qui me comprennent. D'avoir un partenaire qui porte avec moi ce que je fais. Et de toute façon, on connaît mes passions. Et dès lors que vous connaissez les passions de votre conjoint ou de votre conjointe, vous l'accompagnez et vous l'accompagnez. Je pense que c'est la meilleure manière de maintenir son épouse au foyer, de l'accompagner pour qu'elle réussisse en fait dans ses ambitions. Donc du coup, vous n'êtes pas parti, vous n'affirmez pas comme tout que l'homme, parfois l'homme béninois, est tellement misogyne qu'il entrave le développement de... Non, pas du tout. Il faut que les femmes sachent prendre les hommes. C'est tout. Alors, dites-moi, Madame Christelle Ondonogbo, quel est le profil que pourrait avoir une femme possible d'aller en politique? Non, il ne faut pas... Je pense pas qu'il faut avoir un profil particulier. Vous êtes femme et vous voulez vous engager. Vous voulez vous engager, vous mesurez ou vous appréhendez les conséquences, qu'elles soient positives ou négatives, vous les mesurez, vous vous engagez et vous vous engagez pleinement. Quand vous vous engagez pleinement avec beaucoup d'audace, quand je parle d'audace, je parle d'audace responsable. Je ne parle pas d'audace qui vous permet de tourner le dos à votre époux en disant j'ai une réunion, moi je m'en vais. Je ne parle pas de cette audace, je parle de l'audace responsable. L'audace qui vous permet en fait de prendre les dispositions qu'il faut et qui permettent à votre époux, à votre entourage de vous comprendre et de vous accompagner dans ce que vous faites. L'audace de vous retrouver dans certains milieux et l'audace qui vous permet de prendre la parole dans certains milieux et de savoir que vous êtes avec des hommes et des femmes avec qui vous opérez. Et aussi, il faut appréhender son environnement. Il faut, comme le dit quelqu'un, il faut savoir saisir son environnement. Quand vous arrivez à saisir votre environnement, vous pouvez y rester sans trop de difficultés. Très bien. Vous venez de le dire, vous n'êtes pas très loin de la cuisine, donc vous connaissez aujourd'hui le panier de la ménagère au Bénin. Alors, le panier de la ménagère au Bénin face
aux différentes politiques de restructuration que nous engageons, par rapport aux réformes, qu'est-ce que vous répondez à vos sœurs? Non, je pense que le panier de la ménagère n'est pas si dépourvu que ça. L'argent ne circule pas, dit-on. Je ne sais pas de quoi vous parlez quand vous parlez de l'argent qui ne circule pas. Non, quand on dit l'argent ne circule pas, non, quand on dit que l'argent ne circule pas, c'est parce que nous avons pris certaines habitudes. Nous avons appris à des moments donnés à vivre au-dessus de nos moyens. Et donc aujourd'hui, nous sommes tous pris dans ce piège où des réformes nous amènent à notre réalité. Et chacun est aujourd'hui face à sa réalité. Et nous devons réapprendre à vivre avec nos réalités, à nous adapter et de vivre normalement. Le panier de la ménagère au Bénin n'est pas si pauvre que ça. Je crois qu'il faut peut-être travailler un peu plus et permettre à la ménagère d'avoir peut-être un peu plus dans son panier. Il y a beaucoup de ménagères qui ne sont pas d'accord avec vous. Ah mais non, il faut qu'on travaille. Il faut que vous travaillez, il faut que je travaille. Il faut que les ménagères même travaillent d'une manière ou d'une autre pour que nous puissions remplir son panier. La ménagère qui reste à la maison, qui prend du recul, qui dit je ne participe pas, mais j'attends qu'on vienne me remplir mon panier à tort. Et donc nous devons tous prendre l'engagement d'accompagner les réformes, les bonnes réformes, qui seront peut-être dures et qui commencent par passer. Je pense que ça commence par descendre. Et d'ici quelques mois, quelques années, je pense que nous allons nous adapter, nous allons prendre la mesure des choses. Chacun restera à son niveau et nous allons avancer. Mais ce qui se passe aujourd'hui, nous le savons en fait, à moins qu'on soit hypocrite à certains niveaux, nous savons tous que nous avons le besoin ou nous avons l'obligation de ramener les choses à leur juste. Est-ce que l'Union progressiste fait l'état des lieux, des microfinances au niveau des femmes? Aujourd'hui, vous savez, nous avons la chance d'avoir Madame le ministre en charge des microfinances au niveau de l'Union progressiste. Et nous sommes tous sensibles à cette question. Et nous portons, et nous avons même porté au niveau de l'Union progressiste cette question au niveau du chef de l'État. Au niveau du chef de l'État pour lui demander qu'il faut qu'il ait une attention particulière à ce volet de la société qui permet bien entendu d'améliorer le panier de la ménagère, qui permet à la ménagère de soutenir et son foyer, de soutenir son époux. Et nous le savons tous. Donc je pense que les dispositions sont prises. On ne dira pas sont en cours, les dispositions sont prises. Et au-delà même, nous voulons aller au-delà. Et Madame le ministre l'a dit, qu'elle sort même de la phase pilote en ce qui concerne donc les microcrédits pour l'ouvrir. Et je pense que ça a commencé, mais avec un peu plus en fait de discipline. Voilà. Et aux dernières nouvelles, il y a même l'accompagnement des partenaires au développement par rapport à ce secteur-là. Je pense que c'est les réformes qui permettent aux partenaires d'investir un peu plus ce secteur. Et ce serait pour le bonheur de la femme, et ce serait pour le bonheur de la société béninoise que nous acceptions mettre un peu d'ordre, assainir pour quand même faire un peu plus. Avant, on parlait de 30 000, de 50 000. Dès lors que le milieu est assaini et qu'on sait à qui on attribue ces microcrédits, l'État sera quand même très à l'aise de porter le montant à un niveau supérieur. Je pense qu'il faut le faire. On est loin de la clochardisation des femmes dont certains parlaient, que certains dénonçaient il y a quelques années. Mais il faut sortir aussi de là, de la clochardisation de la femme. Est-ce que vous pensez que la femme peut s'autonomiser en recourant régulièrement au microcrédit? Elle peut. Quand on a le microcrédit, quand on porte le microcrédit à un niveau donné, la femme peut s'autonomiser, pardon. Et je ne voudrais pas dire que ce qui a été fait par le passé est complètement contraire à ce qui se fait aujourd'hui. Il y a eu quand même un relèvement, voilà. Et il y a eu un assainissement autour donc des microcrédits. Je sais, et je le pense et je le dis sans me tromper, que le président de la République sait très bien que ce secteur doit être florissant, que ce secteur a besoin d'être soutenu pour soutenir en fait le Bénin. Parce que la République aujourd'hui, je ne voudrais pas dire que c'est les femmes, mais la République d'aujourd'hui, c'est surtout les femmes. Madame Christelle, chez vous à Dassazoumé, il y a quelques années, les femmes étaient encore obligées de porter la jarre sur la tête et faire des kilomètres avant d'aller trouver un coin d'eau. Et les hommes avec des bidons, on a l'impression que c'est des trafiquants d'essence alors que l'eau potable est à leur porte. Quel est l'élément de langage que vous développez au niveau de
Mais écoutez, par rapport à Dassa et les collines en général, nous pensons que c'est une bonne avancée. Nous l'avons constaté, tout le monde l'a constaté. Et les populations aujourd'hui ont constaté qu'elles ont l'eau potable à tout moment. Et je pense que par rapport à cela, nous devons féliciter le gouvernement, mais pour lui demander d'aller encore plus loin. Vous savez, hein, dans les collines et dans d'autres départements, il y a le problème d'eau, le problème d'électrification. Et ce problème d'électrification, même dans les collines, est en train d'être réglé. Voilà des actions concrètes, des actions de développement. Dès que les populations ont l'eau, vous savez ce que c'est que l'eau. Nous avons tous l'habitude de dire l'eau, c'est la vie. C'est au-delà. L'électrification, disons, dès lors que les gens de sécurité sortaient à moitié de la pauvreté. Et donc, je pense que sur ces deux chantiers, le gouvernement a énormément fait ces 3 dernières années. Pas que les gouvernements successifs n'ont rien fait. Les gouvernements l'ont fait, mais aujourd'hui, nous avons vu qu'il y a eu un peu de réalisme dans le pilotage de ces dossiers. Et ça avance, ce n'est pas que dans les collines, c'est presque sur toute l'étendue du territoire national. Et ce qui est appréciable, quand je le dis sur toute l'étendue du territoire national, faites le point ou demandez au niveau du ministère en charge de l'eau ou au niveau du ministère en charge de l'énergie de vous faire le point des zones dans lesquelles les projets ont été éparpillés. Vous verrez que toutes les régions de notre pays sont prises en compte et ça fait partie de l'une de nos préoccupations au niveau de l'Union progressiste. Il faut que nous puissions arriver à opérer un développement équitable de nos régions. Le président Talon est là pour le Bénin tout entier. Il n'est pas là pour une région donnée. Quand quelqu'un d'autre viendra, il va falloir que nous lui imposons le même principe pour dire c'est le Bénin avant tout, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et par rapport à ces projets aujourd'hui, on constate quand même qu'il y a un équilibre qui s'établit entre les régions. Et il faut encourager le gouvernement à aller de l'avant dans ce cadre-là. Et où est-ce qu'il y a des choses à corriger? Écoutez, vous savez, au début, il y avait eu quelques actions qui ont été mises en œuvre par le gouvernement et qui ont suscité beaucoup de critiques et autres. Je voudrais aller dans les universités. Par exemple, quand le gouvernement, à un moment donné, a parlé de l'assainissement du milieu estudiantin à travers donc les organisations des étudiants, nous avons tous déploré le fait qu'on agisse et qu'on arrête le fonctionnement des associations en ce qui concerne les étudiants. Je pense que le gouvernement a fait une ouverture. Et ce qui est fondamental aujourd'hui, vous avez constaté qu'en matière d'œuvres universitaires, notamment les bourses universitaires, le gouvernement a doublé en fait la mise en ce qui concerne les bourses. Doubler la mise, mais c'est aussi permettre aux étudiants qui sont peut-être de Soklogo et qui n'ont pas assez à Christelle Moulongo, par exemple, pour intervenir, pour qu'il ait sa bourse, aujourd'hui peut avoir sa bourse. Les enfants qui ont le baccalauréat et qui ont la mention qu'il faut n'ont plus besoin d'aller voir le ministre de l'Enseignement supérieur ou le directeur de cabinet du ministre pour savoir que son enfant a droit à la bourse. Et que systématiquement, cet enfant peut aller à l'ENIAM, peut aller à la FSS, etc. Je pense que c'est une bonne réforme. Qu'on donne les chances égales à tous les enfants de ce pays. Je pense que c'est une bonne chose. Il faut le dire. Ça a été corrigé, vous savez, ça a été corrigé. Mais voilà, à l'université, restons à l'université, toujours au niveau des œuvres universitaires. J'avoue que j'ai eu... Il faut corriger. Non, c'est ce je vais vers ce qu'il faut, corriger. À l'université, toujours les œuvres universitaires. Depuis un certain moment, il a été question de la privatisation certainement des œuvres universitaires en ce qui concerne la restauration, le transport et autres. Et de certains services. Et c'est vrai que j'ai fait un court séjour au cours SACE et je crois qu'il est nécessaire de le faire, mais qu'il faut le faire avec la manière requise. La manière requise en tenant compte du fait que tous les étudiants ne viennent pas de la même région et que tous les parents n'ont pas les mêmes moyens et qu'il faut conduire cette réforme en associant, bien entendu, les structures en charge donc de la gestion des questions des étudiants et associés et les enseignants, le rectorat, pour que ce soit un bon paquet que nous puissions mettre sur la table et développer. Au niveau des œuvres universitaires, restaurants, je crois que le gouvernement a encore des efforts à faire. Nous prenons ce qui a peut-être à corriger, le recrutement des enseignants. J'avoue que c'est vrai qu'il y a quelques mécontents aujourd'hui par rapport à la méthode de recrutement des enseignants. Il va falloir que tout simplement qu'il y ait une écoute de l'autorité en charge de l'enseignement supérieur, qu'on essaie de régler ces questions. Toujours au niveau de l'éducation. C'est peut-être que fera le Conseil national
Absolument. Dès que le conseil est oui, installé, je crois que ces problèmes-là seront réglés et les uns et les autres ne verront plus en fait une politisation des décisions prises au niveau donc de l'éducation. C'est valable. Du coup, vous validez les mesures transitoires prises à l'université? Oui, on ne peut que valider les mesures transitoires. À l'université, il n'y a pas que des mouvanciers, il y a les opposants. Et les opposants qui sont touchés par cette décision, en fait, qui savent bien que c'est peut-être la meilleure décision, sont dans leur droit, ils sont dans leur rôle de protester, tout simplement. Ceux qui veulent aller vers les instances de la République pour se plaindre iront. S'ils ont raison, je pense que le droit sera dit. Est-ce que Christelle Rundongo sera candidate? Est-ce qu'elle s'y voit déjà députée par ailleurs? Peut-être, je vais aller plus loin que Christelle, quoi. Écoutez, nous sommes dans la période en fait. Nous avons 10 jours pour porter les candidatures au niveau donc de la Sénat. Vous avez déjà postulé? Et au niveau de l'Union progressiste, ça là je ne vous l'ai pas dit, c'est un parti qui opère en toute démocratie. La démocratie interne aujourd'hui à l'Union progressiste, nous faisons l'apprentissage et le bon apprentissage au niveau de l'Union progressiste. Et donc tous ceux qui sont désireux, bien entendu, de faire l'expérience des élections, déposent leur dossier. J'espère que vous ne venez pas nous recruter. Et, ben écoutez... Et donc, je vous dis. Et puis, non, je voudrais juste vous rappeler que en 2011, j'ai été aux élections législatives. Oui, en 2000, suppléante d'un député de la 7e législature, sortante, bien entendu. J'ai été en 2000 ou finissante. Donc, ça veut dire qu'en 2015, j'ai été aux élections. Et 2019, si l'Union progressiste pense que avec moi et d'autres sur le terrain, nous pouvons faire le bon combat. Je suis partante. Est-ce que vous avez l'expression le quitus fiscal, c'est vrai? Écoutez, il y a quand même de modestes citoyens dans le pays qui n'ont pas besoin de se déranger pour avoir le quitus fiscal. Et donc, je crois quand même que je l'aurai. Alors, Madame Christelle Rundongo, nous avons parlé de tout, mais nous n'avons pas parlé de vos rapports aujourd'hui avec votre ancien mentor, Boni Yayi. Il est en périple, d'aucuns parlent de campagne précoce, il s'en défend. Vous le regardez aujourd'hui avec quel regard, excusez la répétition? Vous savez quoi? Si je devais dire un mot au président Yayi Boni, je lui dirais tout simplement un conseil à lui donner. Mais en tant que fille, je lui dirais tout simplement que c'est bon de se battre aux côtés de sa République, mais que tout le temps, une dizaine d'années, à se battre, à travailler jour et nuit pour sa République, qu'il y a des moments où il faut prendre un peu de recul. Pas que je demande qu'on s'efface complètement, mais qu'on prenne du recul, et que les sorties en fait permettent aux citoyens, permettent aux dirigeants actuels de tirer une substance pour avancer. C'est ce que je voudrais dire. Est-ce que ces sorties vous dérangent? Est-ce que quelqu'un se plaint? Vous avez vu quelqu'un à l'Union progressiste se plaindre des sorties du président Yayi Boni? Madame Christelle Rundongo, nous allons amorcer la descente de ce navire. Café politique va prendre fin dans quelques instants. Mais j'ai deux questions rouges pour vous. Ah oui. Oui. Quel est le prix du maïs, de la mesure du maïs aujourd'hui? Je crois que ça doit être 175 francs le kilo. Et le haricot le kilo, le tongolo, c'est quoi? Le tongolo. Oui, le tongolo. Le haricot rouge. Vous parlez du haricot rouge. Le haricot rouge, vous l'aurez certainement 650 par là, oui. Le blanc, certainement 1000 francs. Nous allons vérifier tout ça. Mais en attendant, avant que l'hôtesse ne m'amène votre cadeau pour la fin de cette émission, je voudrais vous demander quelle est votre impression, quelles sont vos impressions par rapport à ce café que nous venons de partager. Écoutez, vous savez, quand vous nous invitez sur certains plateaux, c'est des règles fixées où vous n'êtes pas à l'aise de parler, de rigoler, tout en parlant des choses sérieuses. Et je pense que Café Politique est une bonne tribune pour les
les autorités à divers niveaux, surtout les personnalités politiques, de venir parler de la République tout en se mettant à l'aise, sans stress, rigoler, prendre leur tasse de café, mais dire la vérité. Je pense que c'est ce qui est fondamental. Et ce genre d'émission, c'est vrai que nous n'en avons pas tellement sur nos chaînes de télévision et c'est certainement la première. Et je voudrais souhaiter que Café Politique dure. Je voudrais souhaiter que Café Politique améliore son plateau. Je voudrais souhaiter que Café Politique reçoive N personnalités politiques ici et qu'au finish, que Café Politique participe de façon tangible au développement de notre pays, que Café Politique permette aussi aux hommes politiques et aux femmes politiques de s'améliorer, de se mirer et de se dire qu'ils ont été sur une émission et qu'ils ont tenu tel ou tel propos et que ça doit les guider dans leur ligne politique. Voilà. Que fait Christelle Ngondo si elle ne fait pas la politique et si elle n'est pas au ménage? Quand elle ne fait pas la politique, quand elle n'est pas au ménage, elle est peut-être dans sa structure, l'ONG. Quand elle n'est pas à l'ONG, elle est au sport. Quand elle n'est pas au sport. Quand elle n'est pas au sport. Ouais, après les loisirs. Les loisirs. Comment Christelle passe ce temps totalement de relax? Mais elle est casanière en fait. Quand elle n'est pas dehors, politique, professionnelle, elle est souvent à la maison. Elle ne connaît pas les cafés, elle ne connaît pas les bars. Non, Christelle, elle n'a pas grandi. En fait, c'est aussi ça, c'est l'éducation. Elle est restée dans une ligne éducationnelle un peu stricte en fait. Ah oui, quand on a elle refuse de quitter ce colombo dans sa tête, c'est ça? Oui, c'est ça. Quand on est resté dans une éducation militaire, et donc il y a des choses qu'on ne sait pas faire. C'est vrai qu'il y a certaines choses que je ne sais pas faire. Mais elle aspire à être députée de la nation tout entière. Alors comment parler de Kobli, de Kouti, de Lalo, Mesdames et messieurs, vous avez compris que c'est la fin de cette émission. Elle n'a pas réussi le cadeau. Oui, je vais y arriver. C'est la fin de cette émission. Nous avons reçu pour vous Christelle Ngondo, j'allais dire la promotrice du concept Nyonou Zogbin, femme lumière, femme étincelle dans notre démocratie. Elle a tout le long de cette émission dit ses aspirations. Elle a étalé son engagement au sein de l'Union progressiste. Elle a dit que les femmes doivent se battre et non attendre qu'on vienne leur offrir des cadeaux à travers des compliments. Elle a dit qu'elle reste femme. Elle a dit qu'elle reste collée à son ménage. Elle a dit qu'elle reste collée à la chose politique. Elle a dit sa détermination à contribuer au progrès de ce pays, de notre pays, de son pays, à travers l'Union progressiste. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ça va être la fin de cette émission. Je vais, désormais, ça va être la pratique. Nous allons donc, sous le contrôle de Agapit Napoléon Maforika, offrir à notre invitée, Madame Christelle Ngondo, son cadeau qu'elle va déballer devant vous. Merci beaucoup. Ah, d'accord. En fait c'est sa tasse de café. Merci pour beaucoup. Continuer le café à l'intérieur. Alors, quand on remet ça, on retire le carton parce que ce n'est pas destiné à rester dans le carton. C'est destiné à rester à un endroit où vous allez vous rappeler chaque fois qu'il y a cette émission. Je le mets certainement dans mon bureau. Si j'avais un bureau au siège national de l'Union progressiste, je le mettrais à mon bureau. Ou un bureau à l'Assemblée nationale. Mais pourquoi pas? Qui sait? Mais si j'étais à l'Assemblée nationale, je pense que vous verrez cette tasse-là. Continuer le café. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ça va être la fin de cette émission Café Politique. Mais avant de partir, nous allons donner la parole à Agapit Napoléon Maforika pour nous dire la coloration que prendra désormais et Café Politique. Oui, dit-elle, à la demande de certains de nos téléspectateurs, sous ta validation. Donc, on a décidé que Café Politique, en recevant Christelle, soit le dernier, donc la dernière, sous cette forme. Et que dès la 4e édition, la longue émission, il y a un décryptage. Donc, c'est-à-dire qu'à la fin de l'émission, notre invité
va de façon diplomatique. Après avoir reçu son cadeau, céder son fauteuil à un confrère, un journaliste, Romuald Roui, qui viendra nous prendre, nous, maintenant, en invité, et nous allons essayer de décrypter le contenu de l'émission, les propos de notre invité. Peut-être les non-dits aussi. Les non-dits aussi. Ce que l'invité a essayé de nous cacher, ce qu'il a trop dit. Ben voilà. Donc on va décrypter l'invité. Nous allons donc décrypter l'invité. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous descendons tout doucement. Prenez le rendez-vous. On espère revoir Christelle pour avoir cette occasion. Christelle, un dernier mot peut-être au niveau de la passerelle de l'avion. Oui, bien sûr, vous remercier pour ce passage. Je pense quand même que je fais partie des privilégiés, les premiers sur cette Tout à fait, la première dame sur cette émission. La première dame, la troisième, le 3, c'est l'équilibre. Donc Christelle apporte l'équilibre à l'émission et nous repartons aussi sur de nouvelles bases. Voilà. Merci. Exactement. Le point, pourquoi pas, nous sommes là. Merci et le Christelle. café est également là. Merci pour ta disponibilité et merci pour ton franc-parler. Merci à la réalisation, à tous ceux qui ont contribué à cette émission. Café politique de ce 22. Rendez-vous jeudi prochain.